L'évolution et l'âge d'or du royaume Congo. Avec la fondation du royaume Congo solidement établie par Mani Congo, son héritage se transmit à une lignée de dirigeants chargés de maintenir et d'amplifier sa vision. Le royaume, désormais unifié, commença à se développer à une échelle sans précédent. Chaque souverain qui succéda à Mani Congo laissa son empreinte, certains consolidant son œuvre, d'autres affrontant des épreuves qui testèrent la résilience de cette grande nation. Après la mort de Mani Congo, son fils, Nanga, fut désigné pour lui succéder. Bien que moins charismatique que son père, Nanga comprit l'importance de maintenir l'équilibre délicat entre les différentes provinces et clans. Son règne fut marqué par des réformes administratives qui jetèrent les bases d'une bureaucratie solide. Sous son leadership, les Mani, ou gouverneurs provinciaux, jouèrent un rôle crucial en collectant des tribus et en veillant à l'ordre. Cependant, c'est sous le règne de Nzinga à Nkuwu, plusieurs générations plus tard, que le royaume Congo connut un tournant décisif, l'arrivée des Portugais. Au tournant du XVe siècle, des navires venus d'une terre lointaine accostèrent sur les rives du Congo. Les étrangers apportèrent avec eux des marchandises inconnues, comme des tissus fins, des miroirs et des armes en métal, mais aussi une nouvelle religion, le christianisme. Nzinga à Nkuwu, intrigué par les visiteurs, fit preuve d'une curiosité visionnaire. Il voyait dans cette rencontre une opportunité de renforcer la position du Congo sur la scène régionale et d'accéder à des technologies et des savoirs qui pourraient consolider le royaume. Sous son règne, une alliance fragile mais prometteuse fut établie avec les Portugais. Des échanges commerciaux s'intensifièrent et une mission catholique fut installée dans la capitale, Mbanza, Congo. Nzinga à Nkuwu, attiré par les promesses de la nouvelle foi, se convertit au christianisme et adopta le nom royal de João I. Ce choix divisa le royaume. Certains voyaient dans le christianisme une trahison des traditions ancestrales, tandis que d'autres y voyaient une opportunité de modernisation. Mais c'est sous le règne de son fils, Mvemba à Nzinga, connu sous le nom d'Afonso Ier, que le royaume Congo entra véritablement dans son âge d'or. Afonso, un stratège hors pair et un fervent chrétien, comprit que l'adoption sélective des technologies et des savoirs étrangers pouvait renforcer son royaume sans en diluer l'essence. Le règne d'Afonso Ier fut une période de transformation. Mbanza Congo, désormais connu sous le nom de São Salvador, devint une capitale resplendissante, ornée de cathédrales, de marchés animés et de palais. Afonso établit un réseau diplomatique impressionnant, envoyant même des ambassadeurs à la cour du roi du Portugal. Mais son règne ne fut pas exempt de défis. L'émergence de la traite négrière, alimentée par les ambitions portugaises, plongea le royaume dans un dilemme moral et politique. Afonso, bien qu'il ait cherché à limiter les abus, se heurta à la cupidité des commerçants européens et des chefs locaux. Malgré ces défis, Afonso Ier est considéré comme le souverain qui porta le royaume Congo à son zénith. Sous son règne, le royaume atteignit une influence régionale sans précédent, devenant un modèle de fusion culturelle et de puissance économique. Le passage du Congo d'une confédération tribale à un royaume centralisé, puis à une puissance internationale, témoigne de l'audace et de la résilience de ces souverains. Cette époque dorée, bien que brillante, portait déjà en elle les germes des luttes futures entre tradition et modernité, entre autonomie et influences étrangères. Mais pour l'instant, le royaume Congo brillait de mille feux, tel un phare de prospérité et de grandeur au cœur de l'Afrique centrale.